Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du dîner. Donc qu'est-ce qu'on doit manger au repas du soir, à quel moment manger, qu'est-ce qu'il faut éviter de manger pour bien digérer, pour bien dormir. On voit tout ça ensemble dès maintenant. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le repas du soir, il ne doit pas être négligé sous prétexte que c'est le soir et qu'on est supposé manger léger. Il y a des croyances qui sont tenaces et on a tendance à croire que le soir, il faut manger juste une soupe ou manger une salade et puis c'est tout. Parce que toute l'énergie que notre repas va nous apporter, eh bien, elle va être stockée puisqu'on ne va pas dépenser d'énergie durant la nuit. Alors déjà c'est faux puisque la majeure partie de l'énergie qu'on dépense sur une journée, c'est l'énergie nécessaire au métabolisme de base, c'est-à-dire ce qui permet de faire fonctionner le corps sans qu'on fasse rien, on est allongé, on ne fait rien. Il y a un minimum d'énergie qui est nécessaire, notamment pour réchauffer le corps. On a besoin d'énergie pour la digestion, on a besoin d'énergie pour faire fonctionner le cœur notamment, qui est un muscle qui est très gourmand en glucose et en oxygène. Et puis pour notre cerveau également, on a besoin d'énergie pour nourrir notre cerveau. Donc de toute façon, même en faisant rien, on a besoin d'un minimum d'énergie qui représente les 3/4 de l'énergie qu'on consomme sur une journée. D'autre part, pour pouvoir assurer ses fonctions de régénération, le corps a besoin de nutriments. Donc si le soir vous n'apportez pas les nutriments dont votre corps va avoir besoin durant la nuit, eh bien, la phase de régénération ne va pas se faire correctement. Parmi les nutriments dont le corps a besoin, c'est notamment les protéines. Il y a beaucoup de gens qui, quand on atteint un certain âge, je ne sais pas pourquoi, on a tendance à moins manger de protéines et encore moins le soir. Et ça c'est dommage parce que le corps a besoin de protéines en quantité raisonnable, mais il en a besoin. Alors voyons ensemble ce que serait un repas idéal pour le soir. Alors on peut commencer par une soupe, un potage, quelque chose de chaud. Ensuite on peut prendre, alors ça peut être ça va être en fonction des saisons, on peut prendre une assiette de crudité, on peut prendre les deux, ou alors ça va être un ou une soupe ou une assiette de crudité. L'assiette de crudité, elle peut comporter plein de choses, elle peut comporter différents types de salades, de la mâche, de la salade verte, alors il y a plein de sortes de salades vertes, elle peut comporter des endives. Moi je trouve chez mon maraîcher des feuilles de moutarde qui sont très bonnes, qui amènent un petit goût relevé, qui ressemblent un peu à la roquette. Donc il y a la roquette aussi qui est très bien. Vous pouvez mettre des fines herbes, vous pouvez mettre de la ciboulette, du persil, de l'ail, de l'oignon, des oignons nouveaux, voilà, tout ce qui est cru. Je rappelle que crudité veut dire cru, donc si vous prenez en entrée des asperges, ce que vous pouvez prendre, c'est très bon, en ce moment c'est la saison, la fin mai, donc il faut en profiter. C'est pas cru l'asperge. De même que l'artichaut, généralement on le mange cuit, enfin moi je le mange cuit, c'est pas cru, c'est pas une crudité. Donc il faut quand même faire la part des choses entre une entrée et une crudité. Crudité veut dire cru, entrée c'est quelque chose qu'on prend au début de repas. Donc en début de repas on peut prendre comme entrée, on peut prendre des asperges, des artichauts, une assiette de crudité, il peut y avoir des carottes râpées, de la betterave râpée, en plus de la salade, etc. Des graines germées, le choix il est immense. Par contre, les tomates, on les réserve uniquement en été, quand il fait bien chaud et quand c'est la saison. Et idéalement quand ce sont des tomates qui ont poussé dans la terre, avec le soleil, et non des tomates hors sol, comme on trouve actuellement un petit peu partout, et qui sont en gros des espèces de choses en plastique qui essayent de ressembler à la tomate, qui n'en ont pas le goût. Donc c'est vraiment à éviter. Mangez les tomates quand c'est le moment parce qu'elles sont bonnes, elles sont riches en nutriments, et puis elles ont un vrai goût de tomate. Et prenez des variétés anciennes. Alors quand je parle de variétés anciennes, je ne parle pas des variétés pseudo-anciennes qu'on trouve dans les grandes surfaces. L'exemple c'est la tomate cœur de bœuf. Donc quand vous voyez à quoi ressemble une vraie tomate cœur de bœuf, ça ressemble à ça. Et ce qu'on trouve en grande surface, c'est ça. Sauf que la différence entre les deux, c'est que la variété cœur de bœuf de grande surface, elle est creuse, elle n'est pas juteuse, alors que la vraie cœur de bœuf, c'est une tomate qui est pleinement charnue, qui est succulente, qui a un très bon goût, peu d'acidité, enfin c'est un vrai bonheur. Donc en entrée, soupe, potage,
et ou assiette de crudité. Ensuite, en plat principal, alors on va associer un farineux féculent avec une protéine animale et des légumes cuits suivant votre tempérament. Alors le farineux féculent, c'est quoi? C'est le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le millet, le quinoa, le sarrasin, voilà. Tout ce qui fait partie des céréales. Il y a aussi les légumineuses, les lentilles, les haricots de toutes les couleurs, les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots blancs, les flageolets, les pois chiches, etc. Donc vous associez ça avec une protéine animale, des œufs, du poisson, de la volaille, c'est ce que je conseille. La viande, je ne la conseille pas, sauf ponctuellement si c'est vraiment une bonne viande de qualité. La viande rouge, la viande de porc, mais sinon, préférez plutôt œufs, poissons et volaille. En ce qui concerne les poissons, je vous recommande le poisson gras de type maquereau, sardines, harengs frais. Évitez le saumon d'élevage parce que c'est une vraie cochonnerie. Évitez les gros poissons comme le thon parce que ce sont des carnassiers qui vont manger d'autres poissons. Il faut savoir que quand un poisson mange une algue qui est polluée, il va concentrer dans sa chair les polluants qu'il y avait dans l'algue x 10. Ensuite, quand un autre poisson un petit peu plus gros va manger ce petit poisson, il va concentrer dans sa chair les polluants qu'il y avait donc dans la chair du poisson x 10. Donc par rapport à l'algue, on est déjà à x 100. Ensuite, quand un poisson encore plus gros va manger le poisson moyen, eh bien, il va concentrer dans sa chair les polluants qu'il y avait dans sa chair x 10. Et par rapport à l'algue, on est déjà à x 1000. Donc tout ça pour dire que plus le poisson est gros, plus c'est un poisson qui mange d'autres poissons qui eux-mêmes ont mangé d'autres poissons, plus vous allez concentrer les polluants qu'il y a dans la mer. C'est pour ça qu'il est préférable de manger des petits poissons. Le maquereau, la sardine, le hareng sont des petits poissons. Le thon, c'est un énorme poisson qui a mangé d'autres poissons qui eux-mêmes avaient mangé des poissons. Voilà pourquoi je vous conseille plutôt ces poissons qui en plus sont pas chers. Les gens pensent que ça sent mauvais de faire du maquereau. Pour pas que ça sente mauvais, c'est très simple. Au lieu de faire griller dans une poêle à feu très vif, ce qui va faire brûler le gras du poisson et c'est ça qui va sentir, vous le mettez dans une poêle à l'étouffer avec 2-3 cuillères à soupe d'eau, un petit couvercle. Vous faites cuire à feu doux ou moyen pendant quelques minutes. Ça cuit très vite, en quelques minutes c'est prêt. Et vous allez avoir du maquereau et ça ne sentira rien. Parce que je le rappelle, ce qui sent, c'est le gras qui brûle. Là, il ne peut pas brûler parce que vous le faites cuire à feu doux, à l'étouffer. Vous rajoutez de l'eau au fond, un petit peu d'eau pour être sûr que ça ne brûle pas. Alors ensuite, vous allez prendre donc, farineux féculent. Alors le riz, le pain, tout ça, évidemment, sont des choses complètes. Sauf si vous avez un intestin super irritable et que vous ne les supportez pas. Mais il faut savoir que le pain blanc, ça se comporte comme du sucre. C'est pareil, ça va vous faire monter le taux de glycémie dans le sang très vite. Du coup, le corps il va la faire baisser en produisant de l'insuline. Et cet excès de glucose va être transformé en gras. Donc, vous allez stocker du gras, notamment au niveau viscéral. Donc c'est pour ça que le pain blanc est à éviter, les pâtes blanches sont à éviter. Et le riz blanc, pareil, c'est à éviter. C'est l'équivalent de sucre. Donc vous prenez l'équivalent en complet. Vous pouvez faire les choses de façon intermédiaire. Vous commencez par prendre du demi-complet, après vous passerez au complet. On a du riz demi-complet qui existe, du riz complet qui existe. Tout type de riz, par exemple, vous avez du riz basmati qui existe, du riz thaï qui existe, qui sont super bons dans la version complète. Moi, je mange que ça. Et ensuite, vous allez donc associer ça avec votre protéine animale et des légumes cuits ou pas. Alors, le ou pas, c'est pour qui? Si vous avez des kilos en trop, et que vous voulez perdre du poids, vous allez mettre des légumes cuits. Si vous êtes un tempérament mince et que vous avez au contraire des difficultés à prendre du poids, vous allez supprimer les légumes cuits. Parce que ces légumes, ils vont vous prendre de la place dans votre estomac et du coup, vous aurez un repas qui ne sera pas suffisamment riche en macronutriments. Donc la règle, elle est simple. Plus vous voulez perdre du poids, plus vous augmentez les légumes cuits et moins vous prenez de glucides. De riz, de pâtes, de pommes de terre, etc. Mais moins, ça ne veut pas dire zéro, il faut toujours en prendre un petit peu. Et vous allez jouer sur ce curseur-là. Quelqu'un qui va vouloir prendre du poids, qui est très mince, il va diminuer, voire supprimer les légumes cuits. Et puis au contraire, il va augmenter les glucides.
les glucides en général, donc les céréales et les légumineuses. Alors les légumineuses, vous allez en prendre en petite quantité, parce que sinon vous allez voir que ça va vous faire gonfler. Ça va vous faire produire des gaz, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'en fait, ces légumineuses vont nourrir votre microbiote, donc votre flore intestinale, et ça va entraîner le développement de bonnes bactéries, et ça va amener aussi une diversification des bactéries. Donc c'est très bénéfique, sauf que temporairement, vous allez avoir une production de gaz qui ne va pas être agréable. Donc commencez par des petites quantités de légumineuses, et puis vous pourrez augmenter un petit peu les quantités progressivement. On va dire que la quantité optimale, ça peut être 1/3 de légumineuses, 2/3 de riz, de pâtes, de millet, etc. C'est une quantité qui est très bien. Et avec tout ça, il y a une chose très importante qu'il est nécessaire de manger, ce sont des bonnes graisses. Alors, si vous prenez du poisson gras, vous allez avoir des oméga 3 de type EPA, DHA qui sont directement assimilables. En plus de ça, on va prendre des huiles végétales bio de première pression à froid. Tout ça, c'est important. Bio de première pression à froid. Donc, vous allez les trouver dans votre magasin bio. C'est là que vous trouverez le top du top. Alors, vous allez prendre quoi? Vous pouvez prendre les huiles qui sont riches en oméga 3 de type végétal. Vous avez l'huile de colza, vous avez l'huile de noix, vous avez l'huile de cameline, l'huile de lin. Et ce sont les principales. Ensuite, vous allez prendre des huiles qui contiennent des acides gras monoinsaturés, comme l'huile d'olive et l'huile de colza. Et l'huile de colza qui contient en plus des oméga 3. L'huile d'olive n'a pas d'oméga 3. Et ensuite, vous allez prendre des huiles qui contiennent majoritairement des oméga 6. Vous avez l'huile de tournesol, l'huile de cartame, qui sont de très bonnes huiles. Et vous allez prendre un petit peu de toutes ces huiles. Ou alors vous allez les alterner jour après jour. Un jour vous allez prendre l'huile de colza, le lendemain l'huile de cartame, après vous allez prendre l'huile de tournesol, après l'huile de noix, après l'huile de cameline, ou alors vous allez alterner simplement entre deux huiles. Vous pouvez prendre par exemple colza et olive, ou colza et tournesol, ou colza et cartame. Et vous alternez un jour sur deux, vous pouvez les mélanger, vous faites une vinaigrette en mélangeant les deux huiles, il y a plein de possibilités. L'huile d'olive va être utilisée aussi pour faire cuire les légumes. Ou votre œuf sur le plat, ou vous mettez un petit peu d'huile d'olive, c'est une huile qui résiste très bien à la chaleur. L'autre huile que vous pouvez utiliser, c'est l'huile de coco que vous trouvez aussi en magasin bio. C'est une huile qui résiste bien à la chaleur. Moi, je préfère prendre l'huile de coco non désodorisée parce que tous les procédés de désodorisation, c'est un procédé supplémentaire qui va légèrement dénaturer l'huile. Donc, ça a un très très léger goût de coco, mais ça va très bien avec la plupart des légumes. Franchement, ça va très bien avec un petit peu tout. Au départ, je pensais que ça allait être beaucoup plus fort que ça. Et puis finalement, je me rends compte que non, c'est un parfum très très léger. Un petit peu comme l'huile d'olive qui a un parfum d'olive, l'huile de tournesol bio qui a le goût de la graine de tournesol. C'est la différence entre une huile de tournesol bio de première pression à froid et une huile de tournesol industrielle que vous trouvez en grande surface qui n'a strictement aucun goût, aucune saveur. Pourquoi? Parce que les procédés de fabrication qui consistent à retirer le maximum d'huile, notamment par des solvants, et puis surtout par haute température, vont faire que l'huile, elle serait immangeable tellement elle serait mauvaise. Donc ils sont obligés de la désodoriser, ils sont obligés de lui enlever tout goût. C'est un produit, c'est ce qu'on appelle les calories vides, c'est un produit qui n'a aucun intérêt. Si, l'intérêt c'est pour mettre dans votre moteur de voiture, éventuellement comme carburant dans les vieux diesels, mais sinon pour le corps ça n'a aucun intérêt. Alors ensuite il y a le problème rapport oméga 6, oméga 3. Aujourd'hui dans notre société, on mange beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Dans un premier temps, ça peut valoir le coup de manger que des huiles végétales qui sont riches en oméga 3. Dans un premier temps, vous pouvez prendre que l'huile de colza, que vous allez alterner avec l'huile de noix qui contient aussi beaucoup d'oméga 3, avec l'huile de cameline qui en contient beaucoup, et puis le top du top, c'est l'huile de lin qui en contient le plus. Vous pouvez faire ça pendant quelques semaines, quelques mois, le temps que votre corps il se recharge en oméga 3. Et puis ensuite, vous allez avoir quelque chose de plus équilibré en mélangeant les huiles, comme j'ai dit tout à l'heure. Les huiles qui contiennent des oméga 6 ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Il ne faut pas supprimer complètement l'huile de tournesol ou l'huile de cartame parce qu'elles sont très riches en oméga 6. Il faut simplement avoir une alimentation qui vous apporte suffisamment d'oméga 3
et par rapport aux oméga 6. Pour en venir à la crudité, souvent pour faire une sauce de crudité, on met une vinaigrette qui contient donc du vinaigre ou du citron. Alors, et puis de la moutarde évidemment, et puis un peu de sel et un peu de poivre, etc. Il faut savoir que l'acidité va neutraliser l'activité de l'amylase salivaire qui a besoin d'un milieu neutre pour pouvoir agir. Donc l'amylase salivaire, je le rappelle, c'est ce qui va servir à prédigérer les farineux féculents, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. Donc si vous mettez de l'acidité dans votre crudité et qu'ensuite vous allez manger vos pâtes par exemple, eh bien vous allez mal digérer ces pâtes parce que vous allez neutraliser l'activité enzymatique de la salive. Donc le citron, je le déconseille, c'est beaucoup trop acide. Le vinaigre, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre, par exemple du vinaigre balsamique, mais en petite quantité, un tout petit peu de vinaigre. Les quantités qui sont conseillées pour faire les vinaigrettes, habituellement, c'est 1 cuillère à soupe de vinaigre pour 2 d'huile, voire 3 d'huile. Pour moi, c'est beaucoup trop de vinaigre. Mettez plutôt 1 cuillère à café de vinaigre pour 3 cuillères à soupe d'huile. Vous mettez un petit peu de moutarde, du sel, vous pouvez mettre du tamari, c'est une sorte de sauce de soja naturelle qu'on trouve en magasin bio. Vous avez aussi du shoyu. Et puis vous allez mettre, vous pouvez mettre un petit peu d'aromate, un petit peu de persil, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre aussi de l'estragon dans votre sauce de salade. Et ça va vous faire quelque chose de très goûteux. Alors pensez à mettre suffisamment de sel, mais le sel, n'oubliez pas que si vous mettez du sel dans de l'huile, il ne va pas se diluer. Donc pour faire votre vinaigrette, il faut que vous mélangiez votre sel dans un tout petit peu d'eau pour que le sel se dilue dans l'eau. Et ensuite, ça, vous allez rajouter votre vinaigre, votre moutarde, et après vous rajoutez l'huile. Mais il y a des gens qui mettent le sel, ils font leur sauce, et ensuite ils mettent le sel dans la vinaigrette, une fois qu'elle est prête, mais le sel, il ne va pas se mélanger avec l'huile. Donc du coup, ces personnes vous mettent beaucoup trop de sel, et ça n'aura toujours pas goût suffisamment salé. Donc on a vu notre entrée, notre plat principal. Maintenant le dessert, qu'est-ce qu'on va prendre en dessert? Alors c'est là que tout se joue. En fonction de ce que vous allez prendre en dessert, soit vous allez avoir une bonne digestion, soit vous allez avoir une mauvaise digestion. Par définition, le dessert va perturber la digestion parce qu'il contient des sucres rapides. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en dessert? Pas de gâteau, pas de viennoiserie, pas de yaourt, pas de confiture, pas de miel, pas de crème dessert, quelle qu'elle soit, café liégeois, pas de glace. Tout ça, vous oubliez en dessert. Ça, ce sont des choses qui sont faites pour les repas festifs, quand vous sortez, quand vous allez chez des amis, quand vous recevez, quand vous allez au restaurant. Ok, vous prenez votre dessert, ça va vous flinguer la digestion, c'est pas grave, vous vous faites plaisir. Mais par contre, au quotidien, il faut supprimer tout ça parce que ça va systématiquement vous perturber la digestion. Autre chose à ne pas prendre en dessert, évidemment, les fruits. Les fruits, c'est de l'acidité plus du sucre. Donc ça, on ne le prend pas du tout en dessert. Les fruits sont à prendre en dehors des repas, idéalement dans un estomac vide. Donc en dessert, vous pouvez prendre quoi? Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste les graines oléagineuses, les fruits à coque. Donc vous avez tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de cajou. Ensuite, vous pouvez prendre avec ça du chocolat noir, au moins 70% de cacao, idéalement 60 à 70. Il ne faudra pas trop en prendre le soir parce que la théobromine, qui est un équivalent de la caféine, va vous stimuler comme si vous preniez du café. Si vous prenez 2 carrés de chocolat noir à 80%, ça va vous faire l'équivalent d'un expresso. Donc attention à la quantité de chocolat noir que vous prenez le soir. Si vous voyez que ça vous perturbe le sommeil, diminuez les quantités ou alors supprimez-le tout simplement. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut prendre en dessert? Eh bien, pas grand-chose. À la limite, ce qui me paraîtrait pas trop mal en termes de digestion, c'est de prendre une tartine avec du beurre ou alors de la purée d'oléagineux, purée de noisettes, purée d'amandes, et vous saupoudrez un petit peu de sucre complet dessus et aussi un petit peu de poudre de cacao. Voilà, et ça vous fera quelque chose qui sera bien digéré. Alors, il y aura un petit peu de sucre, mais ça va bien être digéré. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez du pain, du beurre, du sucre et du chocolat, vous allez bien le digérer parce que ce sont des ingrédients qui sont dans leur version brute, avec leur matrice organisationnelle. Je ferai une vidéo qui expliquera ça plus en détail. Mais quand vous prenez les mêmes ingrédients, vous les mélangez, vous faites un gâteau, et bien vous allez voir que vous allez mal digérer, ce gâteau parce que tout est mélangé. Et en fait, la matrice de chaque aliment brut, elle est imbriquée dans celle des autres. Et du coup, nos enzymes digestifs
vont avoir du mal à découper ces petits morceaux parce que tout est emmêlé. Alors qu'en prenant une tartine pain beurre chocolat, ça se digère vachement bien. Donc en dessert, vous pouvez prendre ça, pain beurre, 1 ou 2 carrés de chocolat, de la poudre de cacao avec un petit peu de sucre complet, hein, pas du sucre roux, pas du sucre blanc. Prenez du sucre complet, il contient un petit peu de nutriments, il contient du goût, il a le goût de la canne à sucre. Donc c'est super bon, lui seul, vous pouvez prendre que ça, il y en a qui prennent que ça. Et puis essayez de diminuer les quantités. Mettez la quantité juste ce qu'il faut pour que ça vous procure du plaisir, mais pas trop, pour pas qu'il y ait trop de sucre et qu'après ça perturbe la digestion. Normalement, on ne devrait pas prendre de dessert, mais bon, on est tenté, on a besoin de se faire plaisir. C'est vrai que le dessert, c'est quelque chose qui est un petit peu incontournable. Donc si vous prenez un dessert, prenez quelque chose qui va bien se digérer, ce que je vous ai conseillé, et surtout supprimez tout le reste parce que ça va vous perturber la digestion. Qu'est-ce qui va se passer avec une digestion perturbée? Eh bien, vous allez avoir des fermentations qui vont entraîner la prolifération de certaines bactéries et qui vont entraîner la disparition d'autres bactéries. Alors celles qui apparaissent, elles ne sont pas bonnes le plus souvent, et celles qui disparaissent, eh bien, c'est les plus intéressantes pour nous. Il faut savoir par exemple qu'on s'est rendu compte que les personnes qui étaient en surpoids et les personnes obèses avaient une variété de bactéries qui était très faible. Pas beaucoup de variétés de bactéries, ça entraîne du surpoids et puis surtout les personnes ensuite quand elles veulent maigrir, elles n'y arrivent pas. Donc pour avoir une variété de bactéries optimale, il faut ne pas avoir de digestion perturbée et il faut manger suffisamment de fibres que vous allez trouver dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans les oléagineux, dans les fruits et dans les légumes. Donc voilà une raison, s'il fallait donner une raison pour manger équilibré, pour manger un petit peu de tout, et bien si vous voulez maigrir et si vous voulez que ça fonctionne et que ça tienne dans la durée, vous n'avez pas d'autre solution que de manger équilibré et surtout de faire attention à ne pas perturber votre digestion. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de savoir ce que vous devez manger le soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va finir ensemble avec quelques images du jardin. On est fin mai, le jardin est fleuri, c'est trop beau. Je vous montre quelques images, vous allez voir, c'est magnifique.